fleurs, poireaux, carottes, c'est sa marotte. La nature, il la vend au kilo, ses rangs d'oignons sont en cajot. Quel cajot? Il peut aussi vous tenir le crachoir en vendant des pommes et des poires. L'épice molle, y'a pas de saut métier, y'a pas. On est tous des ouvriers, y'a pas de saut métier, y'a pas. J'aime à le rappeler. Plat côte, côtelette, bavette, c'est pour perpète. Sa boutique est une fermette où personne beugle ni caquette. Le canard même étant suprême, Louchébem c'est un poème. Baguette, chouquette, pétrin, c'est son gagne-pain. Pour marier au petit matin, café, croissant et tout le gratin. Quel chagrin. Il se lève au coucher, il se couche au lever, faut pas rêver là. L'ouvrier, y'a pas de saut métier, y'a pas. Du buraliste au cordonnier, y'a pas de saut métier, y'a pas. On est tous des ouvriers, piston, du ridiculasse, c'est dégueulasse. Pour le bonheur du conducteur, il mélange le cambouis, la sueur et dégueulasse. Rêve de monde d'être mécano, un peu de garage, mes mains crado. Garageau, y'a pas de saut métier, y'a pas. Du coiffeur au quartier, y'a pas de saut métier, y'a pas. Sauf les poulets du poulailler. Tous des ouvriers, 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 tous des ouvriers. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Tous des ouvriers, cette chanson des Négresses Vertes est une très bonne introduction pour parler de ce mouvement qui a prospéré dans les milieux ouvriers. Mais avant ça, un peu d'histoire. Panem et circenses. Du pain et des jeux, c'est la réponse de Jules César quand on lui demandait ce dont le peuple avait besoin. Avec cette sentence et son fameux « diviser pour mieux régner », on peut estimer que c'est l'idéologie sociale et politique de l'ambitieux dictateur de Rome qui représente l'opposé exact de ce qu'est l'éducation populaire. Entendons-nous bien, manger est vital. Et le jeu aussi. Il est aussi éducatif, mais dans cet esprit sain de Laurier, l'idée était que le peuple, repu et distrait, le laisserait exercer son pouvoir à l'envi. Ce maintien du peuple dans l'ignorance est une des grandes raisons qui ont permis aux empereurs et à la noblesse romaine de dominer ces colonies pendant près de 500 ans. Cette idéologie a été si efficace que les monarchies qui se sont succédées en Europe l'ont appliquée pendant le millénaire qui a suivi en accaparant le pouvoir
de décider et en réservant le savoir à une élite, la noblesse et le clergé, et quelques parvenus de la bourgeoisie. Il a fallu attendre la Révolution française pour que l'on puisse envisager de rendre le savoir au peuple, dans un but d'émancipation. Condorcet déclare qu'il faut, pour l'équilibre politique du pays, 2 types d'éducation. L'une assurant l'acquisition des savoirs fondamentaux, qui seraient entièrement assumés par l'État, et l'autre une éducation du citoyen tout au long de la vie, rendant possible la composition d'une république égalitaire pour tous. Et il faudra encore attendre longtemps pour que ce soit tous et toutes. Mais les vicissitudes de la comédie politique du XIXe siècle ont considérablement bridé l'essor d'une telle idée. À moins que la bourgeoisie financière de l'époque se soit demandé s'il était vraiment nécessaire d'éduquer des gens, vu qu'ils n'avaient besoin que de leur force de travail. Les balbutiements en cette fin de siècle ont permis de poser quelques bases, à commencer par l'ouverture de bibliothèques publiques en Alsace. Jean Massé, suivant l'exemple belge, voulait mettre le savoir à portée de tous et de toutes, et participe à la création de la Ligue de l'enseignement en 1866. Mais il y a surtout le mouvement communard qui, au-delà de ses revendications politiques, défend avec force l'éducation des classes ouvrières. En plus de l'éducation politique et citoyenne, c'est dans ces quelques années qu'apparaissent les idées d'accès au savoir pour tous, mais aussi l'idée de vulgariser les textes, notamment scientifiques, et de contourner le jargon et la technicité des grands concepts. L'éducation politique a aussi été une des grandes préoccupations des mouvements issus du marxisme. En effet, dans la logique d'une révolution prolétaire, il fallait donner aux masses sous-éduquées les clés de compréhension de leur environnement et les moyens pour s'organiser. Et de fait, c'est bien souvent sous l'impulsion de mouvements de gauche que se sont développées les initiatives pédagogiques, éducatives et culturelles, notamment avec l'accession du Front populaire en 1936, qui a vu se former le mouvement des auberges de jeunesse et des CMA. Des mouvements qui ont à cœur d'éduquer en premier lieu la jeunesse pour atteindre une société plus juste et égalitaire, mais sans négliger tous les autres âges. Des mouvements de jeunesse, une idée qui sera radicalement pervertie par les régimes totalitaires qui s'imposent à la même époque en Europe, et plus tard en France avec le gouvernement de Vichy. L'éducation populaire devra attendre la sortie de la guerre et des politiques totalitaires pour imposer un retour de l'éducation du peuple par le peuple. Le profond et réel désir de ne plus connaître une telle situation permet la création des maisons de la culture et la reconnaissance politique de l'intérêt d'une éducation populaire portée par Jean Guéhenno et Christiane Faure. Cette longue histoire nous permet de suggérer quelques points qui caractérisent l'éducation populaire. Faute d'une réelle définition, ils nous permettront de circonscrire notre sujet. Avant tout, on l'a vu, le but de l'éducation populaire est le développement de soi pour faire évoluer la société. Elle doit permettre l'épanouissement et l'émancipation de chacun et de chacune, s'adressant à tout le monde. Les méthodes pédagogiques prônées par l'éducation populaire doivent permettre à tous et à toutes de faire ces expériences et de les comprendre et de les analyser, de s'exprimer, de débattre et d'écouter les autres et de développer son esprit critique. Pour apprendre à gérer nos conflits et pouvoir vivre ensemble en faisant de nos différences notre force. C'est une éducation qui se fait en dehors des structures traditionnelles et institutionnelles d'enseignement, normalisatrices. Ici, populaire veut dire pour le peuple et par le peuple. Une définition jumelle de la démocratie comme le pouvoir du peuple exercé par le peuple. Je me demande en fin de compte si la démocratie est possible sans éducation populaire. Et c'est une des nombreuses questions que nous allons poser à Jean-Claude Richet, avec qui nous allons découvrir l'éducation populaire. Voilà. Bonjour Monsieur Richet, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs et nos auditrices, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, Monsieur Janssen. Jean-Claude Richet, donc je suis historien de formation ainsi qu'en sciences politiques. J'ai fait ma carrière essentiellement comme historien, mais à partir de 2002, j'ai été responsable à l'Institut national de la jeunesse et d'éducation populaire, des études et de la recherche jusqu'en 2014. Et ensuite, j'ai continué à intervenir comme consultant dans le champ des politiques de jeunesse et de l'éducation populaire. D'accord. Du coup, vous connaissez l'éducation populaire, c'est un sujet que vous connaissez bien. Comment est-ce qu'on peut définir l'éducation populaire? Je vais dire en quelques mots, mais c'est peut-être un peu plus compliqué, quoi. Non, c'est pas très compliqué. C'est chaque mouvement qui se réclame de l'éducation populaire a sa définition. Il y a des controverses, des débats autour de ces
définition. Alors je pense que le plus simple, et pour trancher dans le vif, c'est de partir du corpus constitué par tous ceux qui se réclament aujourd'hui ou hier de l'éducation populaire, et on peut dégager un certain nombre d'invariants. Le premier invariant, c'est que l'éducation populaire met en œuvre la question de l'accès du plus grand nombre, mais en particulier de ceux qui sont les plus éloignés de la culture, de l'accès à la culture, comme de l'accès à la culture. Et deuxième invariant, c'est, alors avec évidemment un débat, c'est de savoir la culture, oui, mais quelle culture et quelle place pour la culture des dominés. Le deuxième invariant, c'est celui que cette question d'accès à la culture est étroitement liée à la question de la démocratie. Voilà, en gros, c'est pour moi la définition de l'éducation populaire, c'est développer l'accès pour le plus grand nombre à la culture comme enjeu démocratique, avec un corollaire qui s'est très vite imposé, c'est celui du positionnement, enfin du type de pédagogie, c'est-à-dire c'est une pédagogie dans laquelle on considère que il n'y a pas celui qui sait et celui qui ne sait pas, c'est-à-dire que celui à qui on s'adresse, celui avec qui on travaille est considéré comme un être capable, et le sujet apprenant est toujours acteur de l'apprentissage, acteur actif. Voilà. Le présupposé fondamental de l'éducation populaire, c'est l'homme capable. Tout homme est capable. D'accord. Quand on parle de culture, parce que en ce moment, enfin à notre époque, quand on parle de culture, on parle surtout de l'accès de la culture à tous, mais on parle de quoi quand on parle de culture? Parce que il y a... Enfin, je vais citer Franck Lepage un peu, qui disait la culture avec un grand Q, et puis il y a toutes les autres cultures, toute autre chose qui fait culture aussi. Oui, c'est la culture sous tous ces aspects, dans tous ses états, c'est-à-dire la culture savante, les connaissances, les savoirs scientifiques, mais aussi les cultures populaires dans toute leur diversité. C'est en fait, le présupposé de l'éducation populaire, c'est la reconnaissance de chaque individu, chaque groupement, comme, encore une fois, comme être capable, et de valoriser ses savoirs, ses savoir-faire, ses savoir-être, etc. Donc dans l'éducation populaire, on ne peut pas dire qu'il y a de petites cultures et de grandes cultures, en fait. Non, voilà. Non, c'est quelque chose qui est assez étranger, en tous les cas, dans la conception aujourd'hui de la culture. Il est évident qu'aux origines de l'éducation populaire, et très vite ça a fait problème, quand on parlait de culture, c'était plutôt de la culture savante, de la culture des élites. Du coup, est-ce que l'histoire de l'éducation populaire permet de définir un peu plus clairement ce que sont tous ces mouvements d'éducation populaire? D'ailleurs, quelle est son histoire? Parce qu'on parle souvent de Condorcet et des révolutionnaires à l'origine de l'éducation populaire. Est-ce qu'il y a une éducation populaire avant, ou est-ce que c'était vraiment déjà de l'éducation populaire pendant la Révolution? Alors pour l'éducation populaire, effectivement, l'éducation populaire telle qu'on la connaît dans sa forme moderne, elle naît seulement à la fin du 19e siècle. Elle naît en France en particulier avec la République après 1870, disons dans les années 1880. Mais c'est une revendication, c'est une formule qui apparaît beaucoup plus tôt, qui apparaît effectivement autour de la Révolution française, mais dans un sens légèrement différent, puisque on comprend par éducation populaire l'accès, l'ouverture de l'école à tous. Dans l'Ancien Régime, il y avait très peu de gens qui accédaient à l'école, à la lecture, à l'écriture, au calcul, même dans ses formes les plus élémentaires. Donc, c'est d'abord la revendication de la possibilité d'une école ouverte à tous. C'est ce que pose effectivement notamment Condorcet pendant la Révolution française, la nécessité d'une école
pour tous, et y compris ceux qui n'ont pas eu accès à l'école, c'est-à-dire donc d'une école aussi tout au long de la vie. C'est un élément important de l'éducation populaire. Et tout au long, disons, de la première moitié ou des 2 premiers tiers du 19e siècle, c'est d'abord la revendication de l'ouverture de l'école qui, comme vous le savez, se fait très, très lentement. La première grande loi, c'est la loi Guizot, qui oblige chaque commune à ouvrir au moins une école, mais on est encore très, très loin de l'accès à l'enseignement, à l'éducation pour tous. Avec la loi Guizot, il va falloir attendre finalement les lois Ferry, c'est-à-dire au début des années 80 du 19e siècle, 1881, 1882, ce sont les lois Ferry sur l'école laïque et obligatoire. D'accord. Moi j'ai beaucoup évolué dans les milieux d'éducation populaire et souvent les plus anciens nous faisaient la grande distinction entre l'instruction et l'éducation, en mettant l'éducation du côté de l'éducation populaire, et que l'éducation c'était pas seulement juste apprendre des choses, c'était aussi comment on évoluait dans notre milieu. Comment le milieu nous formait. Longtemps on a fait effectivement cette opposition entre instruction et éducation. En fait, ça renvoie à aujourd'hui, on parle plutôt d'éducation formelle pour ce qui recouvrerait la notion d'instruction et d'éducation non formelle, c'est-à-dire d'activité éducative en dehors du cadre de l'école pour ce qui est de l'éducation. Et on parle également aussi d'éducation informelle, c'est tous les apprentissages que l'on peut faire en dehors de tout objectif explicite d'éducation. Oui. Par exemple, je lis, je lis chez moi, je regarde la télévision, je participe à une activité sportive. Ce sont aussi des activités qui n'ont pas comme objectif l'éducation, mais à travers lesquelles je m'éduque. D'accord. Sachant que de toute façon, quand on différenciait éducation et instruction, c'était pas pour opposer les choses, c'était vraiment comme complément les uns des autres. Oui, l'instruction, c'est un élément important de l'éducation. Mais instruire, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui sait, quelqu'un qui ne sait pas, que celui à qui on s'adresse est totalement ignorant, ce qui n'est pas tout à fait les logiques de l'éducation populaire. Oui, après, c'est vrai, vous parliez de méthodes tout à l'heure, effectivement, ça se distingue souvent dans les méthodes où les méthodes actives en même temps ne sont pas le monopole de l'éducation populaire. Oui. Il y a une partie de l'éducation formelle, de l'éducation de l'école, qui utilise également des méthodes actives d'éducation. Je pense en particulier à ceux qui se réclament de Freinet ou encore de Montessori. Du coup, quand est-ce qu'on peut dire que l'éducation populaire est née vraiment, et qu'est-ce qui nous permet vraiment de dire que c'est à ce moment-là qu'a débuté l'éducation populaire? Vous parlez de fin du 19e? Oui. Vous parliez de la fin du 19e siècle, du coup, c'était peut-être... Oui, c'est ça, dans les années 80, on fait avec la constitution des premiers mouvements qui se clament explicitement de l'éducation populaire. La plus ancienne en France, c'est certainement la Ligue de l'enseignement, qui se constitue en 1866 autour de Jean Massé, mais c'est pas la seule, ça représente une branche de l'éducation populaire. Il y a aussi Marc Sangnier, qui lui est un catholique, démocrate chrétien, disons, qui crée le Sillon, qui est un mouvement et des cercles d'études sociales qui relèvent aussi d'éducation populaire. Il y a aussi pour le monde ouvrier Ferdinand Pelloutier avec la création des bourses du travail. Donc il y a à ce moment-là toute une série de mouvements qui apparaissent, qui s'attachent à l'instruction, à l'éducation en dehors du cadre scolaire, c'est-à-dire sur le temps libre des ouvriers ou encore du temps libre des enfants. Mais là, c'est plutôt, pour tous ces mouvements, c'est plutôt des mouvements qui s'attachent à ceux qui
oui, aux travailleurs. Après, puisque ça correspond aussi au moment où s'impose l'éducation obligatoire. Oui, c'est aussi à ce moment-là où on voit naître. Enfin, vous parliez de mouvement catholique, mais les scouts sont impliqués aussi dans la question de l'éducation. Le scoutisme, ça vient un peu plus tard. Le scoutisme, c'est seulement dans les années, en France, en tous les cas, à partir des années 1900. Les premiers mouvements scouts en France, c'est les éclaireurs unionistes de France, c'est-à-dire d'obédience protestante. Mm-hmm. Il faut dire que d'ailleurs, dans le protestantisme, il y a c'est peut-être l'une des plus anciens mouvements d'éducation populaire en France, puisque l'Union chrétienne des jeunes gens est constituée en France en 1852. Donc les éclaireurs unionistes, on sait que dans le protestantisme, on accorde une grande place à la question de l'éducation, de la lecture, sur l'une des façons, de prier, d'exercer sa foi, c'est la lecture de la Bible, donc c'est quelque chose de tout à fait important. Et puis des éclaireurs de France qui naissent aussi en 1911. Le scoutisme catholique n'apparaîtra que juste après la Première Guerre mondiale. D'accord. Donc c'est un mouvement un peu plus. C'est à partir du moment, c'est normal, puisqu'il faut que le temps que les effets des lois Ferry se fassent sentir et des problèmes que ça soulève, notamment qu'est-ce qu'on fait des enfants en dehors du cadre scolaire, qu'est-ce qu'on fait des enfants pendant les vacances, surtout si les parents travaillent, et qui amène effectivement les associations d'éducation populaire à ne pas s'intéresser seulement à l'éducation des adultes, mais aussi à l'éducation des enfants, à côté de l'école. C'est pour ça que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est une partie de l'éducation populaire et complémentaire de l'école. D'accord. De toute façon, ça rejoint un peu la question suivante, parce que là où vous l'avez bien montré, enfin vous l'avez évoqué, l'éducation populaire ne s'adresse pas qu'aux enfants, alors que maintenant, quand on parle d'éducation, d'instruction ou de ces choses-là, on pense enfants, adolescence et formation de la personne. D'ailleurs, en Belgique, on parle plutôt d'éducation permanente. Donc, du coup, est-ce que l'éducation populaire ne s'adresse qu'à la jeunesse, ou est-ce qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde? Dans ses fondements même, l'éducation populaire s'adresse à tout le monde et tout au long de la vie. C'est pas seulement les enfants, c'est pour des raisons historiques qu'effectivement on a été c'est une phase d'apprentissage privilégiée, d'une part. Ça joue en faveur de la prise en compte par les mouvements d'éducation populaire des questions d'enfance. Et puis, ça s'impose en fait, ce tropisme vers l'enfance s'impose, et les jeunes s'imposent après la Première Guerre mondiale, où en particulier en France, du fait, il y a énormément d'orphelins, de mères qui se retrouvent seules pour élever leurs enfants, et ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait des enfants, qu'est-ce qu'on fait des jeunes, comment on peut venir à l'aide de ces familles, et il y a de grands débats autour de cette question de la jeunesse et de la prise en charge des jeunes qui courent tout au long des années 20 et surtout des années 20, où la grande question c'est que faire de nos enfants et de notre jeunesse. Et à ce moment-là, effectivement, les mouvements d'éducation populaire sont amenés. Et puis, c'est aussi le développement des femmes au travail qui pose objectivement cette question de la prise en compte de l'enfance. Alors, il y a de grands débats en Europe pour savoir si ça doit être pris, les politiques de jeunesse, les politiques d'enfance, ça doit être pris en charge par l'État ou pris en charge par les mouvements, par les associations. Et en France, l'arbitrage qui est donné, vous savez, par exemple, avec le triomphe des régimes autoritaires ou nazis, fascistes, comme en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, la réponse qui est donnée, c'est des politiques d'enfance-jeunesse pris en charge et encadrées directement par l'État. Et en France, on donne une réponse différente, notamment avec le Fonds populaire. C'est aux associations et aux associations d'éducation populaire, à la société civile, de prendre en charge cette jeunesse.
D'où la Constitution, en gros, même si elle s'institutionnalise plutôt après la guerre, de la notion qui est, elle, tout à fait française, de jeunesse, éducation populaire. Mais dans les autres pays du monde, souvent, ça concerne plutôt l'éducation tout au long de la vie et l'éducation des adultes. Parce qu'il n'y a pas d'éducation populaire qu'en France. D'accord. Ben justement, vous touchez déjà la question suivante. Parce qu'on a surtout parlé d'éducation populaire en France. Mais du coup, l'Alsace, dans la fin du 19e siècle, l'Alsace n'était pas française, était allemande. D'ailleurs, entre toute cette période dont on a parlé, elle a beaucoup bougé, enfin, elle a pas mal bougé entre l'Allemagne et la France. Et du coup, comment l'éducation populaire, comment ça s'est passé en Alsace, comment ça s'est installé? Oui, effectivement, c'est un peu compliqué, puisque d'abord, il faut rappeler quand même, puisqu'on est en Alsace, que Jean Massé, en fait, était en Alsace quand il a commencé à développer son programme d'éducation populaire, notamment à Beblenheim, et aussi avec son initiative de bibliothèque populaire, et c'était au cœur de sa réflexion ensuite sur le lancement d'un mouvement qui s'est appelé la Ligue de l'enseignement, qui est d'ailleurs constitué sur un exemple belge. Donc il y a une origine quelque part alsacienne de l'éducation populaire. Mais effectivement, tout ça s'est cassé quelque part avec l'annexion, où avec une situation tout à fait différente, puisque en Allemagne, l'éducation primaire, secondaire était beaucoup plus avancée qu'en France. Elle avait déjà presque un siècle d'ancienneté, et c'est un modèle un peu différent qui s'impose, où la prise en charge des questions éducatives et surtout le fait soit des églises, soit des socialistes. Donc c'était pris en charge par le Parti socialiste ou par les églises protestantes ou catholiques, les questions d'éducation populaire. Et de façon marginale, disons, une éducation populaire laïque, ce qui va poser des problèmes effectivement avec le retour de l'Alsace à la France après 18. Pour donner de moi le meilleur, je récolte ce que j'ai semé. Le fruit de mon labeur, les embûches sur mon chemin. Je balaie d'un revers de main. Encore un jour à lutter. J'accomplis mon labeur. Je m'envole, ouais. Tout à coup tout se dessine. J'étais cloué au sol sous le poids de ma mésestime. Je me révolte contre tout ce qui m'abîme. Quand ça ne va pas, ça ne me va pas. Je ne suis pas folle, non. Un peu trop d'adrénaline. Parfois ma parole tonne plus fort que ma voix intime. Quelques notes et je pose quelques rimes. Et ça me va, oui ça me va. Et encore un jour à lutter. Pour donner de moi le meilleur, je récolte ce que j'ai semé. Le fruit de mon labeur, les embûches sur mon chemin. Je balaie d'un revers de main. Encore un jour à lutter. J'accomplis mon labeur. Princesse, tu sais, faut se battre, c'est vrai. Une once de spiritualité, ça peut aider. Quoi que ce soit, écoute bien, ça fait ce que tu veux, pas ce que tu dois. Fais comme tu peux et quand ça te va pas, dis. Vas-y, accroche-toi à ce qui te parle, à ce qui te plaît. Si tu le sens pas, oublie-les s'il vous plaît. Arrache, empêche ce qui dégringole, ce qui déglingue, ce qui déconne, vole de tes propres ailes piques. Si le feu soit rebelle, mais laisse passer, laisse couler.
si ça te va, dis aussi. Ça me va. Et encore un jour à lutter. Pour donner de moi le meilleur. Je récolte ce que j'ai semé. Le fruit de mon labeur. Les embûches sur mon chemin. J'ai balai d'un revers de main. Encore un jour à lutter. J'accomplis mon labeur. Encore un jour à lutter. Pour donner de moi le meilleur. Encore un jour à lutter. Vas-y, princesse. Pour donner de moi le meilleur. Encore un jour à lutter. Presque. Pour donner de moi le meilleur. Je récolte ce que j'ai semé. Le fruit de mon labeur. Les embûches sur mon chemin. Je balai d'un revers de main. Encore un jour à lutter. Encore un jour à lutter. J'accomplis mon labeur. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Check ça, check ça. 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Ce titre de Princesse Erika, Encore un jour à lutter, fait le lien entre notre actualité politique et notre sujet du jour. Entre culture et politique, l'éducation du peuple est toujours là. Et pour le montrer, voici la suite de notre entretien avec Jean-Claude Richet. Quand on fait l'histoire de l'éducation populaire, on se rend compte que les mouvements protestants, les mouvements catholiques ont leur importance, mais on lit souvent la question de l'éducation populaire à la gauche, et souvent aussi la question de la laïcité. Comment ça s'est passé justement du coup quand la gauche a pris le pouvoir en France, quand le Front populaire est arrivé au pouvoir? Question d'éducation populaire, d'autant plus que les grandes figures de l'éducation populaire en France, c'est Jean Zay, c'est... j'arrive plus à retrouver son nom maintenant. Léo Lagrange, figure du Front populaire, mais il y a d'autres figures. Historiquement, il y a d'autres figures. Je les ai déjà évoquées, notamment pour les catholiques, il y a la figure de Sangnier qui est extrêmement importante. Ce sont des associations qui sont alors et qui se sont même enrichies du côté catholique, avec à partir des années 20 la création de la jeunesse ouvrière chrétienne, mais encore de la jeunesse agricole chrétienne qui est ensuite devenue le MRJC. Il y a des mouvements, d'éducation populaire extrêmement puissants qui sont portés par les églises et, le Front populaire, même s'il défend le principe de laïcité, et respecte, les libertés associatives. Ça fait partie des libertés associatives. Donc, au moment du Front populaire, il n'y a pas eu véritablement de discussion autour de cette question de la laïcité. La question centrale, c'était de savoir si c'était l'État directement qui devait prendre en charge les questions de jeunesse, ou alors est-ce que d'enfance, jeunesse, ou alors est-ce que ça doit être laissé aux associations. Et comme on était dans une période, encore une fois, de montée des régimes autoritaires qui développaient des politiques d'embrigadement de la jeunesse, on ne voulait surtout pas que ce soit pris en charge par l'État. Et on fait confiance à la diversité, associative et des lignes d'adhésion et de l'idéologie de chacun pour mettre en œuvre cette éducation. Donc du coup, quelles sont les politiques? Jean Zay et Léo Lagrange, ils vont développer plutôt une politique d'action culturelle et d'action de temps libre en dehors et d'équipement. C'est la grande période d'équipements sportifs, en particulier de maisons d'auberges de jeunesse, c'est aussi bibliothèque, de cinéma, etc., populaire, de l'accès au cinéma, qui va être privilégié par le Front populaire.
C'est aussi à ces périodes-là où on a développé les maisons des jeunes et de la culture, ou c'était plus tard? Non, les maisons des jeunes et de la culture, ça arrive après la guerre seulement. D'accord. C'est c'est la République des jeunes de Philippe en 1944 qui devient en 46 les maisons ou 45 qui deviennent les maisons des jeunes et de la culture. Mais c'est tout à fait les maisons des jeunes et de la culture s'inscrivent directement dans l'héritage effectivement du Front populaire, c'est-à-dire d'équipements destinés associatifs destinés aux jeunes, mais pas seulement aux jeunes, pour les maisons des jeunes et de la culture. D'accord. Vous parliez tout à l'heure justement des mouvements de jeunesse, des mouvements fascistes de jeunesse. Comment l'éducation populaire a essayé de lutter contre ces mouvements-là, d'embrigadement de la jeunesse? En France, il n'y a jamais eu en tous les cas jusqu'en 40, d'embrigadement de la jeunesse par l'État et par des organisations fascistes. Ça a été tenté seulement pendant la période de Vichy, avec l'interdiction effectivement des associations d'éducation populaire, la mise en place d'une administration d'État, des politiques publiques en direction de la jeunesse et pour l'éducation et l'éducation populaire, avec la création par exemple d'une administration, d'un corps d'inspecteurs, avec la mise en place d'un corps d'instructeurs pour venir en soutien voilà. Avec Vichy se met en place pour la première fois en France d'un embryon d'administration, des centres de formation des cadres aussi, d'un embryon d'appareils d'État dédiés aux questions de jeunesse et d'éducation populaire. Est-ce que ces appareils d'État de Vichy étaient destinés à contrôler ou à... Oui, c'était contrôlé, embrigadé. D'accord. C'était formé pour des cadres qui adhèrent à l'idéologie de Vichy, pour contrôler, avec aussi le système de l'agrément, contrôler les associations, dont on limite très fortement, puisqu'une grande partie des associations sont alors interdites. Et on forme des cadres pour encadrer la jeunesse dans des centres de formation comme celui c'est le centre le plus connu, c'est celui d'Uriage, dont une partie a ensuite basculé dans la résistance. Mais il y en avait dans toute la France. D'ailleurs, ces centres de formation de cadres de jeunesse mis en place par Vichy vont en général perdurer au-delà de la guerre, puisqu'ils vont se transformer en ce qu'on a appelé les centres d'éducation populaire, puis ensuite les CREPS. D'accord, mais du coup, justement, c'était la question que je voulais vous poser parce que pour le coup, le système d'agrément de formation des cadres existe encore, mais du coup, comment il a été transformé pour pouvoir servir justement cette visée d'éducation populaire? Oui, mais pour l'agrément d'éducation populaire, il faut aussi bien quand il est mis en place la résistance, mais adopte une mesure similaire, notamment à Alger. C'est-à-dire, d'ailleurs, il y a discussion pour savoir qui est le premier à avoir créé le système de l'agrément. Mais c'est exactement à la même date. Alors, oui, après, on le fait sur des bases démocratiques et puis sur des bases d'embrigadement. Voilà, les CREPS sont plus des centres d'embrigadement pour former des cadres conformes, c'est plutôt dans une logique, consubstantielle à l'éducation populaire, dans des logiques d'émancipation. Oui, des logiques d'émancipation et de formation du citoyen aussi. Oui, c'est ça. Oui, mais j'ai bien insisté sur le fait que pour moi, l'un des invariants stables de l'éducation populaire, c'est l'exercice de la citoyenneté par tous. D'accord. Je voulais poser plus tard cette question-là, mais du coup, quelle forme ça a pu prendre déjà historiquement cette idée d'exercice de la citoyenneté par tous? Oui, oui, pardon. J'imagine que c'est l'idée, c'est j'allais dire de formation du citoyen, mais
de réflexion. À travers l'accès à la culture, à toutes les connaissances, à tous les savoirs, pour le plus grand nombre. C'est une base de la démocratie, pour que le citoyen soit en capacité de faire en toute autonomie ses choix politiques, ses choix idéologiques. D'accord. C'est c'est la liberté d'apprendre et de développer dans une perspective critique et de réflexion indépendante. D'accord, oui, donc du coup, là, ça se rapproche beaucoup avec ce dont on parle maintenant quand on parle d'esprit critique, de développement de l'esprit critique de la personne, quoi. C'est un fondement même de l'éducation populaire. D'accord. C'est le citoyen actif, c'est le citoyen qui exerce son intelligence pour voter, pour participer aussi à la vie de la cité, pour s'associer, se constituer en association, s'exprimer, faire une radio libre, etc. D'accord. Donc du coup, on a beaucoup Quand parlé vous faites de la radio, vous faites aussi de l'éducation populaire. Oui, bah justement, c'est c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est pour ça que j'en parle aussi, là, que j'ai envie d'en parler dans cette émission, quoi. Du coup, on a beaucoup parlé de avant la Deuxième Guerre mondiale. On en est arrivé au régime de Vichy et du coup, l'éducation populaire, elle a connu un véritable essor après cette Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment ça s'est passé et comment ça impacte aussi encore notre vie aujourd'hui? Si ça a encore un impact aujourd'hui. Avec la guerre, il y a le développement de la résistance et quelque part la résistance est une grande insurrection de la jeunesse, et elle remet à l'ordre du jour le programme qui avait été esquissé par le Front populaire, et on voit effectivement se multiplier des grands réseaux d'éducation populaire comme Peuple et Culture aujourd'hui, qui joue un rôle moins important mais qui à l'époque a été tout à fait essentiel. Peuple et Culture, ça vient directement d'ailleurs d'un des centres d'éducation mis en place par le régime de Vichy, le centre du Riage, qui a basculé, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la résistance. C'est aussi avec des figures comme Cacérès, Dumasnier, qui sont encore connues. C'est la création des maisons des jeunes et de la culture, d'abord République des jeunes, qui se met en place en 44-46. C'est la création, c'est le développement des CMA qui avait commencé à poser leur première, qui s'attache à la formation des cadres des colonies de vacances, qui est né avec le Front populaire, mais qui se développe surtout après la guerre, donc qui sont plutôt sur des logiques de formation. C'est aussi les Francs et Franches camarades, qui sont connus aujourd'hui sous le nom de Franca. C'est un peu plus tard la création, au début des années 50, par André Monroy, de la fédération Léo Lagrande. On a à peu près à cette époque se mettent en place les grandes fédérations qui vont structurer la vie de l'éducation populaère en France, et assumer les tâches effectivement de prise en charge des jeunes, mais aussi des familles, des plus anciens. C'est la colonne vertébrale qui se constitue à la Libération à la fin des années 40, au tout début des années 50, qui va rester pérenne jusqu'à aujourd'hui, et qui renvoie, et avec la permanence des plus anciens, comme la Ligue de l'enseignement, comme les différentes fédérations scouts au niveau national, ou encore catholiques, qui sont regroupés notamment dans l'UFCV, etc., etc. C'est c'est des partenaires absolument incontournables de l'éducation populaire, qui sont encore aujourd'hui extrêmement actifs. Alors, avec une mutation qui va se produire avec la mise en place de la République gaulliste ou gaullienne, puisque cette République gaullienne va revenir un peu sur
les principes du Fonds populaire en pensant et en estimant qu'il doit y avoir une politique de jeunesse d'initiative étatique. Et elle va considérablement développer une administration de jeunesse et sport, développer les équipements, introduire, développer aussi la professionnalisation, multiplier les équipements. C'est la période où presque tous les jours il y a toutes les semaines une maison des jeunes et de la culture qui naît en France. Les foyers de jeunes travailleurs, les centres sociaux se multiplient. Il y a une grande politique d'équipement, d'éducation populaire qui est mise en place et en même temps de professionnalisation. Pour ça, on crée un diplôme qui est le DCEP, donc qui pour les professionnels, on professionnalise, alors que jusqu'à maintenant l'éducation populaire était surtout le fait de militants et de bénévoles. Donc ça change quelque chose et on crée aussi une institution qui est l'institution de cogestion entre les mouvements d'éducation populaire, et c'est la seule qui reste, et l'État, qui s'appelle le FONGEP, pour encourager les collectivités et les associations à salarier des animateurs professionnels. D'accord. Mais justement, là, pour le coup, parce que je sais, moi, je suis éducateur spécialisé de profession, et je sais que toutes les formations de travailleurs sociaux et même tous les métiers du travail social sont directement issus de l'éducation populaire. Et on parlait de l'animation. Au début, par exemple, même pour les assistantes sociales, les assistantes sociales ont été formées dans un premier temps dans les centres d'éducation populaire. C'est seulement, disons, à la fin des années 40 que ça va se faire, qu'il va y avoir des formations spéciales pour les assistantes sociales. Même chose pour les éducateurs spécialisés, avec la mise en place, effectivement, d'une réglementation de l'éducation spécialisée et de fort investissement dans la formation des éducateurs. Oui, parce que du coup, le milieu de l'éducation populaire au sens très large, c'est des professionnels, c'est des militants, c'est des bénévoles. Oui, c'est ça, exactement. Et du coup, comment ces choses-là se rencontrent, se percutent ou se vivent tout simplement ensemble? Dans un processus qui va entraîner un certain affaiblissement de l'éducation populaire, puisque d'abord on va distinguer, il y a un secteur, le premier secteur qui va s'autonomiser totalement, c'est celui de l'action sociale, dès début des années 40. Ensuite, effectivement, dans les années 60, on va voir l'émergence d'autres référentiels d'action publique dans le champ de l'éducatif et du social. Déjà, il y a eu une première grande division, c'est quand, où l'État n'intervient pas du tout, c'est pour le mouvement ouvrier, où sur les bourses du travail se sont autonomisés à partir du moment où les syndicats les ont pris en charge, et on a distingué éducation ouvrière et éducation populaire. C'est les syndicats qui ont pris en charge l'éducation ouvrière, l'éducation de leurs propres militants. Donc déjà, ça marginalise la place des ouvriers dans le champ de l'éducation populaire, puisque normalement, leur structure de rassemblement naturel, ce sont les syndicats. Ensuite, donc ça arrive très tôt, dès le début du 20e siècle. Ensuite, il y a la séparation effectivement avec l'action sociale, qui est instituée à la fin des années 40. Ensuite, celle que vous avez évoquée juste maintenant, c'est-à-dire le référentiel de l'éducation spécialisée. Ensuite, au même moment, dans les années 60, il y a eu la distinction entre action culturelle, puisqu'il y a un ministère en charge de la culture qui est mis en place, et l'action socio-culturelle. L'action culturelle s'adressant plutôt à des professionnels de la culture. On laisse le socio-culturel le culture amateur plutôt au mouvement d'éducation populaire. Ça se passe aussi dans les années 60. Et puis après, on voit les référentiels, par exemple, d'insertion professionnelle qui apparaissent, d'éducation tout au long de la vie, de formation permanente, si bien que ce qui était occupé dans un premier temps uniquement par l'éducation populaire
est pris en charge et professionnalisé avec des référentiels professionnels distincts. Donc ça provoque effectivement un éclatement de l'éducation populaire et d'une certaine manière un affaiblissement, puisque ça amène l'éducation populaire encore plus à ne prendre en charge que les plus jeunes. Mmh. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous disiez, aujourd'hui, l'éducation populaire, c'est surtout les enfants et les jeunes. Oui, enfin, c'est dans l'imaginaire actuel, c'est ça surtout. On peut apprendre aux chimpanzés la langue des sourds-muets, entraîner un bourrin à gagner le quintet. On peut apprendre à l'éléphant à se dresser sur ses pattes, apprendre aux chiens savants à jouer les acrobates. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. On peut apprendre à un taxi à devenir aimable. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est faisable. On peut apprendre à un taulier qui nous sert le pastis à ne pas dire il faut que j'encaisse, j'ai fini mon service. On peut apprendre le respect en se prenant des baffes, des claquades, des taquets, des steaks de doigts dans la face. On peut apprendre l'amour comme une règle d'or pour pardonner les vivants et les morts. On peut apprendre la vertu à toutes les salasses, partager une laitue au lieu de faire des trucs dégueulasses. On peut apprendre à une nonne contre tous ces principes qu'on n'a jamais tué personne en fumant une pipe. Mais on n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver tant qu'on remet de l'or dans son écuelle d'acier. On n'apprend pas à un porc à cesser de se gaver. Comme un porc. Le dimanche, un instant caresse, un moment RBS. Alexis HK nous présente une version bien plus politique de l'éducation qu'il ne paraît. Tout le monde peut apprendre de tous et de toutes, si on ne laisse pas l'avidité nous gagner. Notre seule richesse, c'est notre culture. Et nous allons continuer cet entretien pour nous en assurer. Ici, dans sa titulature à l'éducation populaire, c'était la Ligue de l'enseignement et de l'éducation tout au long de la vie, pendant un certain temps. Et puis, au début des années 90, on a vu apparaître de nouvelles associations qui intervenaient dans de nouveaux champs, qui se sont réclamés de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une reprise, de l'idée d'éducation populaire qui apparaissait finalement extrêmement moderne. Par exemple, c'est les conseils d'enfants et de jeunes, c'est Unicité, c'est AnimaFac, c'est Petits Débrouillards, c'est toute une pléthore, même des associations très politiques comme ATTAC qui se réclament de l'éducation populaire. Il y a une vraie actualité ou réactualisation de la question de l'éducation populaire dans les années 90 et émergence de nouveaux mouvements. Et on voit de mouvements anciens qui avaient plus ou moins oublié ou gommé cette référence, la reprendre à leur compte. Par exemple, les centres sociaux se sont définis avec plus de fermeté dans le champ de l'éducation populaire. Les associations familiales se sont repositionnées comme associations d'éducation populaire. Il y a eu une vraie floraison dans les années 90 de l'éducation populaire, et y compris d'ailleurs par un certain nombre de villes ou de collectivités territoriales qui ont développé, ou comme à Strasbourg notamment, c'était l'idée de Catherine Trottmann, de développer des programmes d'éducation populaire. Du coup, comment ça s'est passé à Strasbourg ?
À Strasbourg, à Strasbourg, la situation est un peu, effectivement, à Strasbourg, il y a eu Catherine Trottmann avait l'intuition, disons, de cette actualité de l'éducation populaire et comment dire, doter la ville ou à encourager la municipalité à développer des actions d'éducation populaire, notamment autour du numérique, de l'accès au numérique, avec la création des cybercentres, autour de l'accès aux pratiques artistiques pour les amateurs, avec la création à Haute-Pierre du CRICA, Centre de ressources et d'initiatives culturelles et artistiques, avec la création de la maison de l'image en relation avec une fédération de ciné-clubs et vidéo les beaux jours pour développer l'éducation à l'image, qui a débouché même pendant un temps sur la création d'un canal local qui était en partie porté par des jeunes, mais aussi par des universitaires. Ce qu'on a appelé aussi l'université hors les murs, c'est-à-dire il y a eu toute une série d'initiatives pour relancer effectivement l'éducation populaire sur la ville. D'accord. Est-ce que l'université populaire a fait partie aussi de ce mouvement-là ou c'est quelque chose de... Alors, l'université populaire, je n'ai pas parlé, c'est un très vieux mouvement d'éducation populaire, ça fait partie même des fondateurs. Les universités populaires naissent un peu après le Sillon, la Ligue de l'enseignement, les bourses du travail, mais dans le contexte de l'affaire Dreyfus, où se sont créées les universités populaires sur la base de la réflexion suivante, c'est-à-dire c'est absolument incroyable que des classes populaires adhèrent à soit anti-Dreyfusard et elles ont besoin d'éducation et on développe des universités qui s'ouvrent et où des universitaires se mobilisent pour travailler avec des ouvriers sur les références culturelles, pour les arracher à l'emprise des forces, disons, de droite. D'accord. Et c'est quelque chose qui a en partie, qui a connu une grave crise avant la guerre de 14 pour des raisons bien simples. C'est que c'est surtout Charles Péguy qui a mis en évidence les raisons, des limites de ces universités populaires en disant mais nous on est des universitaires, mais est-ce qu'on s'est posé la question, c'est ce que vous posiez comme question tout à fait au début, sur les savoirs, les connaissances, la culture de ceux à qui on s'adresse, et puis poser une deuxième question, puis on s'y adresse comme si c'était comme à l'université sur des règles qui restent scolaires. Ça peut pas marcher comme ça. Voilà, donc le mouvement des universités populaires tel qu'on le connaît aujourd'hui en France, il est relancé à peu près dans la même période au tournant des années 90, où on a une explosion du mouvement des universités populaires qui restait jusque-là, qui avait pratiquement disparu du paysage politique entre la Première Guerre mondiale et, disons, la fin des années 70. À l'exception, mais en Alsace, par exemple, il y avait un terreau fécond. Il y a eu l'université pionnière même, avec l'université populaire de Mulhouse, qui est devenue ensuite l'université populaire du Rhin, qui a été l'un des moteurs de la renaissance des universités populaires en France. Et puis à Strasbourg, où il y a eu depuis 1920, et même avant, puisqu'il y avait des universités populaires qui s'étaient constituées un peu sur le modèle des universités populaires françaises, ou dans le cadre, même si l'Alsace était annexés, qui se sont perpétués notamment parce que l'université a fait le choix en vain d'ouvrir des activités d'université populaire. Donc il y avait une vraie tradition d'université populaire à Strasbourg qui a été pratiquement pérenne depuis 1920. Mais qui a connu aussi un renouveau important dans le recrutement de ses adhérents, dans son rayonnement à partir des années 80-90. L'Alsace est certainement l'un des plus gros bastions des universités populaires. C'est la région de France où il y a le plus d'universités populaires. Les deux plus grosses universités populaires
en France sont aujourd'hui en Alsace avec l'Université populaire du Rhin et l'Université populaire européenne de Strasbourg. C'est un phénomène tout à fait intéressant. Alors si on a fortement, et si l'université après 18 a fortement, s'est fortement attachée à, comment dire, au maintien de l'université populaire, c'était dans le sens aussi de réintégration culturelle de la population alsacienne dans l'espace national français. D'accord. On avait aussi un peu abordé la question de la citoyenneté et puis du versant un peu plus politique de l'éducation populaire. Alors moi personnellement, je fais partie d'un certain groupe. On essaie de faire vivre et surtout de faire revivre un peu tout ce qu'on dénomme comme participation citoyenne au niveau de la municipalité à Strasbourg. Est-ce que l'éducation populaire a sa place là-dedans et quelle est la place qu'elle peut prendre? Mais ça c'est des grands débats, aujourd'hui. Je pense que voilà, aujourd'hui il y a énormément de mouvements qui se sont développés en dehors du cadre institué de l'éducation populaire et qui se réclament soit explicitement d'éducation populaire, soit qui ont et pratiquent et ont des objectifs qui entrent tout à fait dans la définition que j'ai donnée de l'éducation populaire, c'est-à-dire développer une activité de connaissance, de savoir ou de culture prise au sens le plus large, mais donc il y a des associations, énormément d'associations qui ont, et mais c'est vrai en Alsace, c'est vrai que comme dans le reste du pays, il y a peut-être aujourd'hui encore plus de militants de l'éducation populaire, de bénévoles engagés dans l'éducation populaire, ou moins autant, en dehors de l'institution des grandes fédérations d'éducation populaire, telles qu'elles sont réunies au niveau national dans le CNAGEP et au niveau régional dans les CRAGEP. Donc là, on a, floraison d'associations du type de celles que vous décrivez, par exemple autour d'une radio, autour d'un tiers-lieu, autour d'un espace numérique, autour d'une activité de solidarité, autour d'une mobilisation ou de mobilisation sur les questions d'environnement qui sont extrêmement importantes. Le problème aujourd'hui, pour moi, c'est celui de la réarticulation entre l'institution éducation populaire et cette éducation populaire, entre guillemets, sauvage qui se développe et qui porte et qui est porteuse de l'avenir de l'éducation populaire. Alors ça, c'est le produit aussi des nouvelles façons qu'on a de s'engager, c'est-à-dire c'est plus ponctuel, c'est plus on veut voir les effets immédiats, on sort des grandes références idéologiques, historiques, ce qui a favorisé, cet éclatement des formes d'engagement. Il y a une profonde transformation de notre société, et puis des crises qui s'accumulent, les crises sociales, crises sanitaires, crises environnementales, qui font qu'il faut aussi changer de modèle. Oui, de toute façon, de manière plus précise, moi je me suis pas mal engagé dans les conseils citoyens de la ville de Strasbourg. Oui. Et en termes d'organisation, de débat, de mise en place de la réflexion, je me suis rendu compte que c'est totalement des méthodes d'éducation populaire, des méthodes souvent de l'éducation active qu'on met en place, qu'on active vraiment pour faire vivre ça. Donc oui, les conseils citoyens, par exemple, relèvent totalement des logiques d'éducation populaire, de même que les conventions citoyennes qu'on met en place au niveau national s'inscrivent dans des logiques aussi d'éducation populaire. Et oui, par exemple, là, moi, je suis revenu à Strasbourg seulement puisque je travaillais donc à l'INGEP à Paris. J'ai milité longtemps dans une association qui s'appelle le Club Jacques Perrotte, qu'on avait constituée, qui était une association citoyenne dans les années 85, Alsace Culture et Démocratie. Bon, c'est exactement les questions que l'on se pose aujourd'hui, c'est-à-dire comment réarticuler éducation populaire instituée et éducation populaire en dehors des cadres des grands mouvements. Et j'ai repéré, par exemple, sur la seule ville de Strasbourg, bien une bonne vingtaine
Et je pense que je suis très loin du compte d'associations qui travaillent tout à fait dans des logiques d'éducation populaire, qui pour la plupart d'ailleurs se réclament de l'éducation populaire. Oui, après c'est vrai que pour beaucoup de personnes qui participent au conseil, ce lien avec l'éducation populaire pour eux est assez flou, mais Oui, c'est ça. Donc ça nécessite que l'on rediscute, que l'on retravaille sur ce qu'est l'éducation populaire, ce que vous faites. Mhm. Oui, bon, Donc, par exemple, samedi dernier, il y a une semaine, on a organisé, le Club Jacques Perrotte, on a organisé un cycle autour de questionnements autour de l'éducation populaire, avec des débats et des échanges très riches samedi dernier avec les institutions d'éducation populaire. Il y avait les grands réseaux, il y avait les Francas, il y avait les MJC, il y avait les centres sociaux, il y avait la JIP, qui vous connaissez certainement, oui. qui est un club de prévention qui participait à ces rencontres. Oui, la DIP, c'est l'organisation de la prévention dans les rues. Prévention spécialisée, mais le nom DIP, c'est les jeunes équipes d'éducation populaire. Donc du coup, le lien est clairement posé. Mais du coup, moi, ça me renvoie aussi à une autre question sur le visage de l'éducation populaire au niveau international, parce que pour moi, en dehors de la France, les grands noms de l'éducation populaire, c'est Paulo Freire au Brésil, c'est Paul Alinsky plutôt aux États-Unis. Il y a aussi des grands pédagogues comme Korczak qui sont aussi de très grandes figures politiques. Et donc, du coup, est-ce que... Oui, bien sûr. L'éducation populaire, c'est pas une spécificité française. Ce qui est la spécificité française, c'est jeunesse et éducation populaire. C'est-à-dire une éducation populaire qui est centrée sur les problématiques de jeunesse. Alors que dans les autres pays, à l'échelle internationale, aujourd'hui, le principal foyer de référence de l'éducation populaire, c'est effectivement, comme vous l'avez rappelé, plutôt l'Amérique latine avec l'expérience de Paulo Freire qui a rayonné dans le monde entier, en particulier dans les pays les moins développés, mais aussi les plus développés, de façon absolument stupéfiante. La référence à l'éducation populaire, c'est Paulo Freire. C'est aussi, dans une moindre mesure, vous avez Alinsky qui, aujourd'hui, mais qui est d'une génération, oui, à peu près, Alinsky, c'est un peu plus ancien que Paulo Freire, donc qui était un militant nord-américain qui, effectivement, a un rayonnement tout à fait important. Une partie aujourd'hui des nouvelles associations d'éducation populaire, en particulier celles qui se constituent sur des problématiques citoyennes, souvent se réclament d'Alinsky. D'accord. Alinsky, d'ailleurs, qui a fortement imprégné dans sa jeunesse, comme vous le savez, Barack Obama. Puisque Barack Obama a été militant d'association dans la mouvance d'Alinsky. C'était... Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, par contre, effectivement. Du coup, est-ce que vous avez un mot pour conclure sur la question de l'éducation populaire? Peut-être son avenir un peu, ce qu'on peut en attendre encore? Ce qu'il faut en attendre? Beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est un enjeu extrêmement important, surtout quand on a la montée de courants, autoritaires, pour ne pas dire totalitaires, liberticides, qu'il est d'autant plus important aujourd'hui de développer l'éducation populaire dans sa double pétition, c'est-à-dire d'accès à la culture du plus grand nombre, accès à la culture dans toutes ses diversités, de confrontation entre ces cultures et de citoyenneté et d'exercice de la liberté et de l'engagement des citoyens dans la vie de la cité, et de faire une plus grande place à la société, ce qu'on appelle couramment la société civile et ses organisations, ses associations. Je pense que ça, c'est absolument fondamental. Et le fait qu'on voit aujourd'hui se multiplier des associations de ce type ne peut que être encourageant. Et je pense que ce serait un grand progrès si on avait aujourd'hui une meilleure articulation entre ce qu'on pourrait appeler l'éducation populaire historique et la nouvelle éducation populaire. Oui. Bon, après, il faut aussi voir ce que vous appeliez un peu cette éducation populaire un peu sauvage, comment elle peut aussi nourrir tout ce qui est éducation populaire. Les nouvelles éducations populaires.
Ouais. Et comment ça peut aussi nourrir tout ce qui est éducation populaire institutionnalisée, quoi, parce que là, pour le coup, il y a... Oui, je pense que ça passe un peu, c'est-à-dire c'est au niveau local, il y a encore, oui, il y a énormément bon, ça oblige effectivement les institutions d'éducation populaire à modifier leur modèle ou à réfléchir sur leur modèle. Par exemple, en ce moment, je suis engagé avec le FONGEP et à travers le FONGEP dans une grosse réflexion autour de perspectives sur l'éducation populaire des années 2030, et c'est tout à fait intéressant. C'est-à-dire comment on prend en charge, en général, des enjeux comme les enjeux climatiques, les enjeux du numérique, les enjeux des impasses de la démocratie. Je pense que c'est ça les questions qui sont d'actualité et que tous les citoyens devraient pouvoir prendre à bras le corps. Et c'est ce qu'ils font apparemment. C'est ce qu'on essaie de faire. Voilà. Non, et on a bien vu par exemple que les grandes mobilisations, les dernières grandes mobilisations étudiantes, par exemple sur Nuit debout, tout ça, il y a même eu des universités populaires de Nuit debout, les universités populaires extrêmement actives. Donc là, on a, oui, c'est un chantier important. Ouais, Comment on réinvestit l'héritage de l'éducation populaire dans les questions d'aujourd'hui, les questions actuelles. D'accord. Multiplier les lieux de rencontre, les lieux de débat, les lieux d'échange, les initiatives, les coordinations d'action et d'expérience, le partage d'expérience. Je pense que c'est extrêmement important. D'accord. Bien, je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir. Et à l'occasion. Il y a encore tant de choses à dire à propos de l'éducation populaire. Il y a un avenir à construire avec cette idée d'émancipation, ce désir d'émancipation. Une histoire à écrire dans le souffle de nos espoirs. Un cri, un SOS, une bouteille jetée à la mer pour cette reprise de Balavoine chantée par Zaz. Tu pars pas avec les petits, je te préviens, tu pars seul. D'accord. D'accord? Cette maison, c'est la mienne. D'accord? C'est ma baraque. C'est pas la... Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seule. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Sur les rochers
est les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages lus de mes vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages lus de mes vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers. « 13h15 le dimanche, un instant caresse, un moment RBS.